et vos téléspectateurs qu'il n'y a aucune volonté d'acharnement ou d'intolérance de notre part par rapport à notre refus catégorique de la tenue de cette rencontre maçonnique qui devait regrouper pas moins de 600 leaders du monde maçonnique d'Afrique et de Madagascar. Alors pour que les gens comprennent qu'il n'y a aucune volonté d'intolérance, je voudrais faire un tout petit rappel historique. Alors en effet, ce n'est pas une première que des loges maçonniques s'acharnent sur le Sénégal. Nous avons tous en mémoire, du moins ceux qui ne sont pas trop jeunes, mais également pour ceux qui ont eu à en avoir quelques bribes à travers la presse. En 1985, il y a eu une première tentative. En prélude de ce congrès, il y avait l'un des correspondants nationaux, en l'occurrence un ambassadeur du gouvernement de Abdou Diouf de l'époque, que nous ne citerons pas pour des raisons d'éthique parce qu'il n'est plus de ce monde, qui avait fait une annonce dans la presse comme quoi qu'il allait faire une petite avant-première au relais de Ouakam, à 2 pas de l'université, pour que les gens comprennent les enjeux de ce congrès qui était en perspective. Alors par curiosité, nous étions rendus en toute petite délégation dirigée par le défunt Abdou Latif Gueye. Mais dès l'entame de son propos, il s'est passé ce que Koché Barma appelle Kouar Fey. En effet, dans son introduction, il avait tout de suite, sans prendre de gants, commencé, sous prétexte de défendre la jeunesse, à fustiger 2 grandes confréries religieuses, en disant que essentiellement le mouridisme et le tijanisme ont causé un grave préjudice à la jeunesse, qui a été tellement embrigadée, tellement endoctrinée, que cette jeunesse s'est confinée dans une attitude fataliste, attendant tout du ciel ou du marabout. Alors il n'en fallut pas plus pour que Latif lève la main pour prendre la parole. Les organisateurs lui font comprendre que c'était prévu, mais vers la fin de la conférence, parce qu'effectivement il y aura débat. Et Latif a insisté en disant que je n'attendrai pas la fin, je parle tout de suite. Alors il y a eu des échanges de propos assez durs, et finalement Latif a lâché le morceau en disant que effectivement vous êtes en train de conditionner l'opinion pour que les Sénégalais acceptent la tenue d'un congrès qui va se passer ici dans 1 mois et qui a pour parrain la loge maçonnique la plus anti-religieuse, qui est effectivement le Grand Orient de France. Et que vous-même, en tant que présentateur de ce congrès, vous êtes de la loge maçonnique de Dakar. Alors immédiatement, c'était les éclats de voix, il y a la sécurité qui a voulu nous expulser. C'était finalement, on en est venu aux mains parce qu'il y a eu des chaises qui virevoltaient de gauche à droite. Bref, sa petite conférence avait donc échoué parce que les forces de l'ordre s'en étaient mêlées. Mais à notre grande surprise, dès le lendemain, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement une floraison d'organes de presse comme aujourd'hui. Il n'y avait que l'hebdomadaire satirique du défunt Mamles Dia, politicien. Il y avait l'hebdomadaire du doyen Boubacar Diop, Promotion. Et nous avons été surpris de voir dans ces organes que ce monsieur-là avait déposé une plainte pour diffamation et injure publique contre Latif Gueye et Jamra. Alors nous nous sommes dit, bon, puisque c'est eux qui prennent l'initiative d'ouvrir les hostilités, alors à la guerre comme à la guerre, puisque nous avions pas devant nous 3 listes de francs-maçons sénégalais, des listes authentifiées par leur papier en tête, que nous avions pu subtiliser de leur siège qui se trouve derrière l'Assemblée nationale en allant vers le lycée Lamine Gueye. Alors nous avons commencé. Dans chaque liste, il y avait pratiquement une bonne quinzaine de francs-maçons. Alors, dans un premier temps, nous avons pris la première liste que nous avons dupliquée en des milliers d'exemplaires. Nous avons mandaté des gosses qui étaient chargés de le distribuer un vendredi. D'abord un premier lot à la mosquée de Aladjirawan Bey à la rue Blanchot, le deuxième lot à la grande mosquée de Dakar, le troisième lot à la mosquée de l'imam Aladji Yahya Diop Yahya de la Gueule Tapée. Et dès que l'imam disait salam alaikum, on commençait à distribuer. Et c'était le tollé. Ah tiens, un tel fait en partie, c'est pas possible, etc. Et on mettait en bas de la feuille assure vendredi prochain. Alors naturellement, les menaces avaient commencé à pleuvoir. Parce qu'ils avaient d'abord tenté naturellement de nous corrompre.
Mais puisque nous persistions dans notre combat en perspective du procès, alors c'est les menaces qui avaient pris le relais. En ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone portable, donc ils appelaient directement à la maison pour menacer. Alors donc nous nous sommes dit, nous allons donc aller trouver de la force, comme nous l'avons fait cette année, auprès des autorités religieuses, pour faire une pierre deux coups. D'abord leur donner la bonne information et les sensibiliser sur le péril maçonnique. Alors nous avons fait Touba, Ndiassane, Thiénaba, etc. Mais c'est à l'étape de Tivaouane que nous avons vraiment été éblouis par la détermination avec laquelle le Khalife Seydi Abdou Aziz Sy Dabakh était déterminé à nous accompagner dans ce combat jusqu'au bout. Alors, et les propos qu'il a eu à prononcer sont toujours disponibles au moment où je vous parle dans les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, en démasquant la véritable motivation des loges maçonniques. Et son propos a fortement pesé sur la balance parce que le jour du procès, celui qui nous avait intenté ce procès avait fui parce qu'il ne s'était pas présenté. 10h, 11h, jusqu'à midi et demi, par l'ombre du plaignant. Et le président, n'est-ce pas, du tribunal était sur le point de lever la séance lorsque un avocat, Touba, qui a pris l'avion spécial, c'est Maître Danon, célèbre pour être un communiste et un franc-maçon, qui est venu chuchoter quelques mots à l'oreille du président. Ce dernier maintenant a pris le micro pour dire à l'assistance que le plaignant, pour des raisons personnelles, a décidé de retirer sa plainte. Par conséquent, nous, tribunal, nous considérons que l'affaire de diffamation et d'injure publique l'opposant, ce monsieur à Abdou Latif Gueye, est donc classé sans suite. Et naturellement, ça a été les takdirs. Le tribunal s'était quasiment transformé en Magal de Touba ou en Gamou de Tivaouane. Et il y a eu une longue procession qui a accompagné Latif du tribunal de Dakar, qui ne se trouvait pas au bloc des Madeleines comme actuellement, mais plus loin, au niveau de, de Cap Manuel, qui l'ont accompagné à pied jusqu'à son domicile Sali à Soumbédioune. Donc, je faisais ce petit rappel historique, sans entrer trop dans les détails, pour que l'opinion comprenne que ce n'est pas une première que les loges maçonniques ciblent le Sénégal. Et dans un but précis, parce qu'ils sont porteurs d'une idéologie nocive pour nos croyances et nos convictions culturelles et religieuses. Donc nous avons fait le tour des autorités religieuses. Voilà, pour leur dire que le fameux proverbe de Kocc Barma se vérifie, à savoir que ça du daw day dellu ginnaaw rek pour mën a tëb. Tubaab dit que un malfaiteur ne recule jamais, il ne recule que pour mieux sauter. Et nous avons été agréablement surpris de nous voir faire un récit anecdotique de la part de l'actuel calife des Mourides. Effectivement, Seigne Mountakha nous a expliqué qu'il était du combat aux côtés de Seigne Abdou Aziz Sy pour soutenir Jamra dans ce combat en 85. Et c'est lui-même qui nous a encouragés à aller faire le tour de toutes les cités religieuses. Il nous a soutenus, comme on le dit communément, Zahir Akbati. Il nous a donné de l'argent, il nous a aidés dans nos moyens de locomotion pour pouvoir faire le tour du Sénégal. Alors nous avons fait Touba, Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Niassène, Medina Baye, et nous avons terminé par Dakar, c'est-à-dire la famille Layène. Et cette semaine, au moment où je vous parle, quelqu'un est allé auprès de la famille omarienne pour qu'on puisse les rencontrer cette semaine. Et la semaine qui vient, pour montrer que nous sommes tolérants et ouverts et que le Sénégal est un pays multiconfessionnel, alors semaine prochaine, nous prendrons langue avec Monseigneur Benjamin Ndiaye pour le compte de l'Église. Alors donc, partout, la posture a été la même. C'est une posture de rejet, mais également d'indignation. Voilà, parce que ils savent très bien, ces francs-maçons, qu'en venant ici, ils venaient dans un pays fortement ancré dans sa foi et dans sa croyance. 95% de musulmans, 3% de catholiques, qui ensemble rejettent l'idéologie athéiste et libertine de la franc-maçonnerie. Alors maintenant, certains de nos interlocuteurs
surtout les marabouts les plus jeunes, avaient quand même eu à nous demander des précisions en quoi consistait essentiellement la franc-maçonnerie. Alors ça a été l'occasion pour leur dire qu'à l'origine, au XVIe siècle, lorsque cette doctrine était portée sur les fonds baptismaux, précisément dans les pays anglo-saxons, il s'était décliné comme étant un espace de fraternisation philosophique et philanthropique, ayant pour objectif de promouvoir la solidarité et l'entraide, avec pour finalité d'améliorer la condition de l'homme. Alors évidemment, quand quelqu'un vous décline cette feuille de route, vous n'avez pratiquement aucune observation à faire, tellement que c'est noble comme déclinaison. Mais en réalité, c'était un paravent, n'est-ce pas, pour se cacher derrière leur véritable motivation. Et le masque est tombé en 1877, lorsque des leaders maçonniques, qui ont été à l'origine d'ailleurs de la création de cette loge la plus anti-religieuse que nous connaissons, le Grand Orient de France, ont donc convoqué un couvent qui est une sorte comment dirais-je, de grandes assises internationales de la franc-maçonnerie, pour supprimer de leur préambule toute référence à Dieu et à l'immortalité de l'âme. En lieu et place, ils ont mis en avant une philosophie de liberté de conscience absolue. C'est-à-dire, eux, ils considèrent que l'homme doit avoir une liberté totale et ne pas être sous le joug d'aucun dogme. Or, tout le monde sait que le christianisme, l'islam, c'est des dogmes religieux. Alors donc, c'est une manière de dire que l'homme doit se débarrasser de tout dogme religieux. Alors, ce qui prouve que c'est une démarche anti-religieuse et précisément anticléricale affirmée, eh bien, c'est le fait que le président français l'a appris à ses dépens, le président Sarkozy, parce que c'est une tradition en France, lorsque le chef de l'État vient d'être nouvellement élu, d'aller rendre une visite de courtoisie au Vatican. Donc en 2007, c'est le pape Benoît XVI qui était au Vatican. Et Nicolas Sarkozy, qui venait d'être nouvellement élu, est allé lui rendre une visite de courtoisie. Son discours était axé sur la laïcité. Et il a eu une conclusion dans son propos qui lui a coûté cher. Il a dit que moi, président français, je rêve d'une laïcité positive. C'est-à-dire une laïcité qui, en plus de reconnaître à chaque citoyen la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, eh bien que cette laïcité positive-là cesse de diaboliser la religion, cesse de considérer la religion comme un obstacle, mais qu'elle la considère plutôt comme un atout. C'est tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais ça lui a coûté cher. Parce que dans la semaine, les plus grands ténors du Grand Orient de France ont convoqué des assises spéciales sur le cas Sarkozy. Et ils ont fait une déclaration de guerre en disant que le président français, lors de sa visite au Vatican, dans son discours, a fait la part trop belle à la religion. Donc on ne peut pas être aussi anti-religieux que ça. Donc ce n'est pas un hasard qu'on leur colle actuellement en France ce charmant sobriquet disant que les francs-maçons du Grand Orient de France, c'est des bouffeurs de cuir. Bon, d'abord, nous devons nous réjouir du fait que nous avons eu le dessus dans ce bras de fer que nous avions engagé avec les francs-maçons. Parce que tout le monde sait que ce sont les dates des 2 et 3 février qui étaient retenues. Il y a eu des prospectus dans les réseaux sociaux, des insertions publicitaires dans la presse. Donc c'était calé. Donc lorsque nous sommes montés au créneau, nous avons fait comprendre à la direction de l'hôtel King Fahd Palace que nous étions totalement opposés à cela. Et nous sommes chez nous, nous avons le droit. Autant les francs-maçons, particulièrement leur principal parrain, le Grand Orient de France, était dans son plein droit pour avoir fait des pieds et des mains pour que la polygamie soit déclarée haram en France. Comme quoi que c'est aux antipodes de leur culture et de leur croyance. Autant nous également, Sénégalais, un pays fortement ancré dans la foi religieuse, nous avons le droit de nous référer au préambule de notre constitution qui dit que le peuple sénégalais est fortement attaché à ses valeurs culturelles qui cimentent le fondement même de son unité nationale. Alors nous fondant sur ça,
nous avons fait comprendre aux autorités de l'hôtel King Fahd Palace que nous nous opposerons par tous les moyens pour que ce congrès n'ait pas lieu. Parce que ces francs-maçons ne se cachent pas, ils viennent pour divulguer, pour faire une sorte de prosélytisme malsain d'une idéologie qui est aux antipodes de nos croyances. Alors bref, les autorités de l'hôtel King Fahd Palace se sont donc désistés en disant aux francs-maçons qu'ils ne pouvaient plus héberger leurs assises. Et ces derniers, à la dernière minute, étaient en train de faire des démarches au niveau des réceptifs hôteliers de Saly, n'est-ce pas, pour délocaliser leur rencontre. Nous sommes revenus à la charge en redoublant les tournées et en les élargissant pour avoir beaucoup plus de force. Et finalement, une autorité de la présidence de la République m'a personnellement appelé pour dire que oui, puisqu'ils ont laissé tomber King Fahd Palace et qu'ils se replient, ils ne le feront plus à Dakar, mais qu'ils se replient sur la Petite Côte. Quel est le problème? Nous lui avons fait comprendre que notre préoccupation, c'est que ce congrès ne se tienne pas au Sénégal. Ils n'ont qu'à quitter ce pays. Nous sommes chez nous. On a le droit de défendre nos valeurs. On a le droit de défendre le noble héritage que nous ont légué les grandes figures religieuses qui reposent dans ce pays. Et nous lui avons précisé que Jamra, aussi bien que les 26 organisations religieuses qui nous accompagnent dans ce combat, à savoir entre autres le collectif des associations islamiques dirigé par Imam Beignan, entre autres le collectif des imams et prédicateurs dirigé par votre confrère Oustaz Dame Ndiaye et Ismaël Ndiaye, et le collectif Afinatul Zaman dirigé par Seigne Modulo Ngabou, etc., entre autres. Alors nous avons fait comprendre à l'opinion que nous sommes tout à fait d'accord que le Sénégal soit et qu'il reste un pays ouvert et démocratique.